Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité, l'émission qui vous fait découvrir une ville, son évolution et ses projets d'aménagement. Et aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur le Paris qui se transforme avec notre invité Jean-Louis Missika. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint à la mairie de Paris depuis 2008, mais depuis 2014, vous êtes en charge, attention, de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Oui. Et votre nom et celui d'Anne Hidalgo est lié à un terme, réinventer Paris. Oui. Et justement, on va en parler. Et ça a été lancé, c'est un appel à projet urbain innovant. Ça a été lancé en 2014. Oui. Mais pourquoi ? Quels étaient les enjeux ? Faut-il vraiment réinventer Paris aujourd'hui ? D'abord, je pense que Paris se réinvente à chaque génération. Vous savez, Paris est une ville très dense, Paris est une ville très construite. Les urbanistes et les architectes ont un terme pour désigner les travaux qui ont lieu dans des villes de ce type. Ça s'appelle construire la ville sur la ville. Réinventer Paris, c'est ça, justement. C'est faire l'hypothèse qu'il y a encore des choses à faire à Paris, qu'il y a des bâtiments qui ont besoin d'une deuxième vie ou d'une troisième vie, pour certains d'entre eux qui sont là depuis encore plus longtemps, d'une 20e vie ou d'une 21e vie. Et puis il y a encore quand même des endroits où on peut construire, notamment tout ce qu'on appelle les friches industrielles, les friches ferroviaires, très souvent d'ailleurs à la frontière de Paris et des villes voisines, à proximité du périphérique. Donc réinventer Paris, c'était ça, c'était se dire nous sommes face à de nouveaux enjeux, des enjeux climatiques, des enjeux de mixité sociale, d'inclusion, et comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles façons de fabriquer la ville pour justement apporter notre pierre. Vous savez que Paris est une ville millénaire, chaque génération se contente de rajouter un petit quelque chose, et la question c'est quel est ce petit quelque chose que nous pouvions rajouter. Mais quand on regarde d'autres capitales, je prends Londres par exemple, Londres est toujours en travaux, il y a des travaux partout. Oui. Paris, on le voyait moins. Oui, c'est vrai, il y a eu un moment, si vous voulez... Paris était figé à un moment donné. Le mot figé est excessif, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un moment londonien, je dirais, de la ville-monde, et je dirais qu'aujourd'hui, nous en sommes à un moment plutôt parisien de la ville-monde, et que nous n'avons pas commis certaines des erreurs qui ont été commises par M. Boris Johnson et la ville de Londres. Notamment, par exemple, à Londres, vous avez près de 270 permis de construire des tours. Quand vous allez à Londres, de temps en temps, vous vous dites, est-ce que je suis à Londres ou est-ce que je suis à Dubaï ? Et ça, nous n'avons jamais accepté cela, que ce soit Bertrand Delanoë ou Anne Hidalgo. Nous avons un usage, je dirais, extrêmement parcimonieux de l'immeuble de grande hauteur, et surtout l'idée que Paris se transforme radicalement, que son paysage urbain se transforme radicalement, est une idée à mon avis extrêmement dangereuse, et il faut être très respectueux de l'existant, de cette particularité de cette ville, qui a été quand même une ville où le baron Haussmann a proposé un modèle d'une certaine forme d'uniformité, ou en tout cas de régularité du bâtiment, et c'est ce qui fait aussi la beauté et le charme de cette ville et son caractère inimitable. Mais aujourd'hui, on voit des travaux alors ponctuels, etc. Et quand on s'intéresse à la chose, on s'aperçoit que ce sont des projets, des chantiers de réinventer Paris. Un appel à projet urbain innovant. Oui. Alors le terme innovant est très important, et surtout innovant dans la méthodologie. Absolument. Réinventer Paris, c'est une nouvelle façon, pour utiliser un terme juridique, de faire des transferts de droits réels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un transfert de droits réels ? C'est soit une cession, une vente, soit un bail amphithéotique ou un bail à construction, c'est-à-dire soit on vend, soit on loue pour une très longue durée. Et la ville a toujours fait ça. La ville a toujours géré ses actifs en achetant des choses, par exemple pour faire du logement social ou pour faire une école ou une piscine, et en vendant des choses qui faisaient partie de son patrimoine et dont elle n'avait plus besoin. Mais elle l'avait toujours fait en le faisant par des méthodes très classiques de vente aux enchères. C'était un des paradoxes, si vous voulez, de la situation, c'est qu'on faisait très attention à la qualité architecturale d'une école
ou même d'un logement social, mais en revanche, quand on vendait une parcelle, c'était à celui qui faisait le plus gros chèque. La grande nouveauté de Réinventer Paris a consisté à dire, au lieu de vendre au plus offrant, on va vendre aux meilleurs projets, aux plus innovants. Alors quand vous avez dit ça, vous rencontrez tout un tas de problèmes, parce que autant c'est simple de voir quel est le plus offrant, c'est uniquement une question de zéro derrière le chiffre, autant c'est plus compliqué de dire quel est le projet le plus intéressant, le plus innovant, le plus utile socialement pour la ville et pas seulement pour le promoteur. Et l'autre aspect, je dirais, un peu radicalement nouveau de cet appel à projet, ça a été de dire il faut que ce soit de l'innovation. Et donc ce milieu qui est quand même un milieu très traditionnel, le milieu de la promotion immobilière et du BTP, on l'a mis en contact avec ce monde des startups qui était en ébullition à Paris, en leur disant mais vous devriez rencontrer ces gens-là, parce que ces gens-là sont en train d'inventer tout un tas de choses radicalement nouvelles. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de coworking, quand on parle d'incubateur ou d'accélérateur, quand on parle d'agriculture urbaine, on a l'impression que c'est banal. Mais ce n'était pas du tout banal en 2014. Mais c'est vraiment un changement. Parce que vous cassez un modèle, le modèle classique de la construction immobilière, des programmes immobiliers. Parce que là, ce sont les candidats qui devaient amener le programme. Oui, donc absolument. Vous savez, c'est des économies pour la ville aussi. Non. Alors, d'abord, moi, je viens du monde de la recherche et de l'enseignement. Il y a ce qu'on appelle, dans la recherche, ce qu'on appelle les appels blancs ou blue sky. C'est-à-dire où on dit aux chercheurs, proposez-nous des idées, on ne flèche pas, on ne pilote pas l'appel à projet. Pourquoi c'est intéressant de raisonner comme ça? C'est tout simplement parce que l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence administrative. Vous avez dans la société civile des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des économistes, des sociologues qui ont des idées formidables, et même des promoteurs qui peuvent avoir des idées formidables, mais ces idées, il faut un cadre pour qu'elles puissent se structurer, pour qu'elles puissent être travaillées, et c'est ça qu'a apporté Réinventer Paris. Réinventer Paris a apporté un cadre d'appel à projet où on ne disait pas aux promoteurs « vous allez faire tant de mètres carrés de bureaux, vous allez faire tant de mètres carrés de logements », mais où on lui disait « voilà un site, et dites-nous ce qui vous paraît le plus intéressant par rapport au contexte du quartier, par rapport aux besoins et par rapport à l'innovation, c'est-à-dire à cette approche nouvelle. Le numérique est en train de bouleverser l'économie traditionnelle. Ça a des répercussions architecturales. D'ailleurs, le coworking, on va le voir à travers les projets qu'on va décrire. Oui. Mais donc, ce premier appel à projet a été lancé en 2014, 2016, des premiers résultats. Oui. Il y avait 23 sites. Oui. Est-ce que ça a marché? Il y a eu beaucoup de candidats. Énormément. Là, je m'adresse à la personne qui était du côté jury. Absolument. Ça a été même à un moment donné, on s'est dit, on ne va pas y arriver, parce qu'on a eu 814 réponses. La direction de l'urbanisme était absolument effrayée par le nombre de répondants. Mais le fait qu'on ait eu tellement de répondants signifie qu'on avait touché juste, vous voyez. C'est-à-dire qu'on était en phase avec un marché qui avait besoin justement d'être mis au défi de la nouveauté, de l'innovation, mais aussi de la participation à l'intérêt général. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que les professionnels ont dit banco, ont dit oui, ça nous intéresse, on va travailler comme ça, et ça a transformé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde de la promotion immobilière ou de l'architecture qui disent ça nous a obligés à revoir nos procédures, à revoir nos méthodes de travail. Donc on a eu 300 projets, on a sélectionné 4 candidats en moyenne par projet, on a choisi 22 lauréats. Ça a été un processus très long, très compliqué vu du point de vue du jury. Qui d'ailleurs aussi a permis à la direction de l'urbanisme de réinventer ses procédures et de changer un peu ses méthodes de travail. Ça a été aussi extrêmement salutaire du côté de l'administration de la ville. Alors il y a dans ce premier appel à projet un projet qui est un petit peu symbolique, qui résume rapidement,
qui est gros, c'est un gros projet, Oui. c'est celui de Morlan, le projet Morlan Mixité. Dans le 4e arrondissement, oui. Dans le 4e, c'est 43 000 mètres carrés. Qu'est-ce qui a plu au jury dans ce projet? Ah, écoutez, ce projet, à mon avis, il est symbolique justement de cette nouvelle façon de faire la ville. Il y a 11 programmes différents dans un même immeuble. C'est une petite ville verticale. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Mixité Capitale, parce que le fil directeur de l'innovation, c'est la mixité. Vous savez, c'est très facile pour un promoteur de faire un immeuble de bureau ou même un immeuble de logement. Ce qui est plus compliqué, c'est justement de mixer les programmes. C'est compliqué sur le plan technique, parce que la préfecture de police vous dit « Ah bah oui, mais attendez, mais s'il y a un hôtel et une piscine et un marché, il faut tel et tel système de sécurité. » Piscine, marché, oui. hôtel, auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse. Et vous voyez l'écart, par exemple, c'est un hôtel plutôt haut de gamme et une auberge de jeunesse. Il y a du logement social et du logement privé, là aussi assez cher. Il y a un marché qui va permettre justement d'animer un peu cette partie du 4e qui est relativement peu. Il y a un accélérateur. Et il y a aussi l'agriculture. Agriculture urbaine. Ouais. Et il y a une œuvre d'un très grand artiste, Olafur Eliasson, qui, au sommet du bâtiment, va donner l'impression qu'il est difficile de voir la séparation qu'il y a entre le bâtiment et le ciel. David Chipperfield, qui a gagné donc, le concours, qui est le chef de file de ce qu'on appelle le minimalisme en architecture, et qui a fait un projet qui est extrêmement respectueux du bâtiment existant, parce que ce bâtiment, même si c'est un bâtiment un peu austère, il a une vraie qualité architecturale, et il fallait absolument respecter cette qualité architecturale. Et il y a aussi une partie... Ça, c'est votre façon de voir les choses. Il faut retisser la ville, préserver, continuer à valoriser le patrimoine existant. Pour moi, c'est fondamental. Il y avait justement, aussi bien dans Réinventer Paris 1 que dans Réinventer Paris 2, beaucoup de bâtiments avec une très forte dimension patrimoniale. Je pense par exemple à Eastman, dans Réinventer Paris 2, je pense à la rue de la Bûcherie, qui est la première faculté de médecine, 15e siècle, dans Réinventer Paris 1. Ce patrimoine architectural, il faut le respecter, il faut le valoriser, mais il faut aussi le faire vivre. Et il n'y a rien de pire qu'un vieux bâtiment qui reste dans son jus et qui ne trouve pas une nouvelle fonction dans la ville. Mais tout cela doit être fait avec le plus grand respect pour l'existant et pour la restauration. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'un bâtiment ne peut pas être détruit, bien sûr, il faut d'abord le restaurer, mais même la restauration, il faut qu'elle soit contrôlée en quelque sorte par des spécialistes des monuments historiques, de façon à ce que la restauration soit conforme à une sorte patrimoniale. Et ce bâtiment Morlan, il va être livré bientôt. Oui, absolument, en 2020. Là aussi, c'est un aspect assez intéressant de Réinventer Paris, c'est que ça a permis d'accélérer les procédures. Jamais on arrive... Par exemple, vous avez toujours dans Réinventer Paris 1 les bains-douches Castagnari, livraison cette année, en 2019. Donc, entre le moment où le résultat a été annoncé 2016 et le moment où le produit est livré 2019, il y a 3 années et demie, c'est tout à fait exceptionnel en termes de gestion de calendrier. Ça, c'est un des autres atouts de l'appel à projet urbain innovant. Oui, je crois que vraiment, il faut accélérer les choses, parce qu'aujourd'hui, le temps de la construction et le temps de la gestation est un temps trop long. Que ce soit d'ailleurs pour les zones d'aménagement concerté ou pour les projets privés. Alors il faut bien sûr prendre son temps. Plus le projet est gros et plus il y a de précautions qui sont prises, que ce soit les procédures d'enquête, les études d'impact et notamment d'impact environnemental. Mais en même temps, il faut se rendre compte qu'on doit quand même avoir un certain rythme, un certain tempo. Sinon, il arrive que le bâtiment, au moment de sa livraison, il est obsolète, parce que les choses ont changé très rapidement. Alors là, on a parlé d'un gros projet, vous avez évoqué un petit projet, parce que c'est ça aussi... oui, alors, Réinventer Paris avec les bains-douches... Bains-douches Castagnari, c'est un excellent exemple, si vous voulez, d'un bâtiment de bains-douches du début du XXe siècle. Assez joli. Très joli. Pas seulement assez, je dirais très joli,
très beaux bâtiments, très typiques de cette période de l'histoire de Paris. Et là, avec une belle décoration. Exactement. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons choisi un projet qui non seulement respecte le bâtiment ancien, construit derrière lui et construit une espèce d'écrin qui met encore plus en valeur le bâtiment. Donc moi, ce qui m'a frappé quand je suis allé, parce j'ai visité le chantier il y a pas longtemps, ce qui m'a frappé, c'est que on le voit mieux, le bâtiment ancien, grâce à cette espèce de bâtiment qui vient l'entourer, mais avec une distance. Et un bâtiment un petit peu particulier, parce que... Bâtiment en bois, entièrement en bois, entièrement structure bois, avec... C'est un pari, ça, de construire en bois à Paris? Ah oui, bien sûr. Si vous voulez, je pense que Réinventer Paris a été le signal d'une conversion de Paris au bois. Hein, il y avait 7 projets entièrement en bois, il y avait 13 projets qui utilisaient le bois. Alors que le bois a toujours eu un rôle relativement marginal à Paris. Et aujourd'hui, si vous voulez, beaucoup de projets parisiens sont des projets en matériaux biosourcés, en bois, en terre crue, en pierre de taille. L'époque du tout béton est derrière nous. Et du bois, mais du bois aussi pour des étudiants. C'est le projet, cet écrin, c'est de la colocation étudiante. C'est de la colocation étudiante, c'est un mélange de coworking et de co-living. Et c'était très original à l'époque. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mais il faut savoir qu'en 2014, certains de ces mots n'étaient même pas connus par la profession. Et donc, c'est un tout petit promoteur, d'ailleurs, extrêmement audacieux, qui s'est lancé dans cette aventure. Et franchement, le résultat est très intéressant. Sur ces projets, quelle est la démarche avec les habitants et le quartier? Parce que rue Castagnari, c'est un immeuble, tout le monde l'aime dans le quartier. Donc, j'imagine qu'il peut y avoir des tensions. Alors, la procédure était une procédure où, parmi les critères d'innovation, il y avait la façon de travailler avec les habitants. C'est une procédure dans laquelle le jury choisit un projet et c'est ensuite que la conversation avec les habitants a lieu. Mais cette conversation, d'abord, parfois, elle peut être musclée et ensuite, elle permet de faire évoluer le projet. Il y a pas mal de projets qui ont évolué parce que les habitants ont dit non, mais ça, un rooftop, vous ne vous rendez pas compte, ça va nous gêner pour le bruit, ou alors l'immeuble il monte un peu trop, donc il faudrait quand même le diminuer d'un étage, etc. Donc ce travail, il est d'ailleurs beaucoup porté par les maires d'arrondissement. Le maire du 15e, qui n'est pas de la même couleur politique que moi, a beaucoup soutenu le projet Bain-Douche-Castagnari. Même si au départ... il était contre. Il était contre. Oui, c'est toujours comme ça, l'innovation, vous savez, au départ. Mais ça prouve que les responsables politiques, quand ils sont en contact du terrain, peuvent changer d'avis parce que justement, ils comprennent que la démarche est intéressante et qu'elle est soutenue par les habitants. Alors, on a vu un grand projet assez ambitieux, porté par un grand promoteur, un grand groupe, Emerich. Après, quelque chose de plus petit, avec vraiment... Quand il faut vraiment aller voir ce bâtiment dans le 15e arrondissement, puisqu'il a été construit dans une petite dent creuse, c'est un tout petit terrain, finalement. Absolument, c'est 450 mètres carrés. Aujourd'hui, chercher du foncier à Paris, c'est difficile. C'est très compliqué, bien sûr. Bien sûr, c'est très compliqué. Le foncier à Paris est rare, c'est pour ça qu'il est cher, et c'est pour ça qu'il faut penser le Grand Paris, et c'est pour ça qu'il faut que le Grand Paris soit une vraie ville, et non pas une constellation de petites villes. Et donc oui, on a dans Réinventer Paris... Il faut gagner de nouveaux espaces. Vous parliez en introduction du rail. Oui, la ferme du rail. Et donc de tout ce qui est autour des voies ferrées. Des voies ferrées. Et la ferme du rail, c'est ça. La ferme du rail, c'est un des projets qui nous a été le plus difficile à sortir parce que justement c'est un projet porté plutôt par des associations, d'ailleurs des associations du coin, et donc c'est à Ourcq-Jaurès, mais c'est un projet absolument magnifique, parce que c'est un projet qui combine l'agriculture urbaine et la réinsertion sociale, et le bois. Voilà, donc tout ça à proximité de la petite ceinture. Dans une vie de quartier. Absolument, dans une vie de quartier, parce que c'est porté par des assos du quartier.
Et il a fallu trouver les financements, il a fallu embarquer un certain nombre d'investisseurs, il a fallu trouver un modèle économique, mais franchement, le résultat est bluffant. Là, on découvre autre chose. C'était dans le cadre de l'appel à projet. Il y a eu cette idée et à un moment donné, vous aidez, soutenez, pilotez. Alors piloter, non, parce qu'on n'est pas dans une commande publique, mais par contre, on aide, on accompagne, on va solliciter la Caisse des dépôts en leur disant, regardez, ce projet est intéressant, est-ce que avec vos procédures, vous ne pouvez pas trouver une solution, etc. etc. Pour un grand promoteur immobilier, le sujet ne se pose pas, mais pour des tout petits projets extrêmement innovants et qui sont portés par des gens qui ne sont pas des professionnels du secteur, eh bien oui, on essaye d'accompagner. Dans Réinventer Paris 2, on a attribué l'usine des Eaux d'Auteuil à un collectif d'associations et d'habitants qui habitent à proximité du projet. Ils découvrent tout le métier de la promotion immobilière, si j'ose dire. D'accord. Voilà. Et ça, on en est où de ce projet ? Lequel ? De la ferme. La ferme du Rail, on va l'inaugurer très très bientôt. Je suis allé visiter le chantier il y a quelques mois. Ça construit. Et alors, la ferme du Rail, c'est pas seulement du bois, c'est aussi de la paille. Comme isolant. Vous savez que la paille est un matériau extrêmement intéressant, justement biosourcé, pour remplacer le polystyrène ou quelques autres dérivés du pétrole pour isoler les bâtiments. En région, ça se fait, en milieu rural, ça se fait. Il y a énormément de... Mais à Paris à Paris, c'est une nouveauté, mais c'est une nouveauté qui est en train de séduire beaucoup d'architectes et beaucoup de responsables de construction. Et je pense que c'est très important, justement, d'utiliser des matériaux biosourcés dans toutes les composantes de la construction d'un bâtiment. Alors, Réinventer Paris 1, on a vu 3 projets rapidement, mais vous pourrez découvrir des petits sujets sur chacun de ces projets. Mais passons à Réinventer Paris 2. Là, par contre, quand on ne connaît pas, on découvre, c'est les sous-sols que vous voulez. Alors, il n'y a plus de foncier, il faut aller chercher en dessous. Non, c'est pas seulement ça, c'est qu'il faut repenser la ville. Les sous-sols ont été conçus au XIXe siècle et au XXe siècle comme vraiment quelque chose que l'on doit cacher et qui gère les services de la ville, les grands réseaux. Et puis surtout, ça a été, avec la révolution automobile, on a creusé pour ranger des voitures. Et à Paris, comme vous le savez, les gens ont de moins en moins de voitures. 70% des Parisiens n'ont pas de voiture. Et puis, il va y avoir la révolution du véhicule autonome. Donc, on n'aura plus besoin d'avoir autant d'espace pour ranger des voitures. Et donc, la question qu'on s'est posée est très simple. C'est le temps de l'urbanisme, c'est 30 ans, c'est 50 ans. Le temps de la révolution automobile que nous vivons, c'est dans les 10 prochaines années. Donc, il faut qu'on commence aujourd'hui à penser le réemploi des sous-sols. Comment est-ce qu'on va réutiliser ces sous-sols si nous voulons être au rendez-vous de cette révolution des mobilités dans 10 ou 20 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé cette deuxième édition les Dessous de Paris. Et ça a été un immense succès. Là aussi, j'ai été vraiment très surpris parce qu'on proposait quand même des sites un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 tunnels, 3 parcs de stationnement, 4 stations de métro, des sous-sols inédits. Et ça a marché. Ça a marché, absolument, ça a marché. Parce que je pense que quand on dit aux architectes, regardez cet objet, est-ce qu'on peut en faire quelque chose, c'est un vrai défi. Et donc ça les titille, et donc ils se mettent à réfléchir. Ils se mettent à travailler avec d'autres gens, avec des spécialistes, bien sûr, d'infrastructures et avec des ingénieurs. Et ils trouvent des idées formidables. Alors ça a été lancé en 2017, la sélection des dossiers se termine en 2019. Oui, absolument. Et alors il y a déjà des projets qui ont été choisis. Oui, bien sûr. Alors je vais vous donner 2 exemples. Il y a l'immeuble inversé. L'immeuble inversé, absolument. L'immeuble inversé. Alors ça c'est très intéressant, c'est dans le 3e arrondissement. En plein cœur du 3e, à côté de Beaubourg, le grenier Saint-Lazare. Et c'était un parking
avec ascenseur à voiture qui n'a jamais fonctionné. Ça ne marchait pas. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était 6 étages, un énorme cylindre de 6 étages. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'immeuble inversé, parce que c'est quasiment un immeuble, mais qui va du rez-de-chaussée jusqu'au 6e sous-sol. C'est la Sogaris, donc c'est un opérateur de logistique qui a remporté ce projet. Et ils sont venus avec des idées là aussi assez révolutionnaires, liées à ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre, liées à ce qu'on appelle les livraisons propres, à pied, en triporteur électrique, en vélo, et aussi liées à cette idée des services urbains, des nouveaux services de proximité. Lulu dans ma rue, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez dû entendre parler, tout ce qu'on appelle la conciergerie, et donc tous ces lieux de service qui sont rendus aux habitants à proximité, et notamment, comme vous le savez, dans le 3e arrondissement, les apparts sont petits, et donc avoir il y aura un immeuble inversé avec une conciergerie en haut, des espaces communs partagés, et derrière du stockage pour des particuliers, des commerçants. Des commerçants, c'est un gros problème pour les commerçants qui ont des tout petits commerces, le stockage. Et là, on leur dit, eh ben, écoutez, à proximité de votre commerce, vous avez un endroit où vous pouvez ranger vos stocks et vous allez les chercher en tant que de besoin. Et il y a même un service de logistique de proximité qui va vous apporter, dans des temps extrêmement courts, les produits dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment c'est une idée qui repose justement sur l'idée que la logistique doit changer et qu'elle doit être non seulement plus propre, mais également plus locale et plus utile à tout le monde. Donc voilà, une idée intéressante, innovante, qui mixe différentes approches. Exactement. Commerce de proximité, insertion. Il y a d'autres projets énormes. Et ça, c'est intéressant, si vous voulez. Au début, les gens se sont dit, ouh là là, de la logistique à cet endroit-là. Ils ont commencé à dire, on ne veut pas de camions, etc. Et là, la Socaris a fait un vrai boulot intéressant. Elle est allée expliquer aux riverains que non seulement il n'y aurait pas de camions, mais qu'en plus, ça leur rendrait service. Et le climat a changé parce que les gens ont compris que c'était intéressant pour eux. Alors, il y a un autre projet dont il faut absolument parler, réinventer Paris 2, à l'approche des Jeux Olympiques. C'est la Cité universelle. La Cité universelle. Absolument. Sur le site de la Marseillaise, dans le 19e. Là, c'est pas un petit projet. Ah non, là, c'était la plus grosse parcelle qui a été proposée dans Réinventer Paris 2. Et là, vraiment, je pense que le jury a été bluffé parce que c'est un promoteur privé. Et il est venu avec un projet dont la dimension d'intérêt général était évidente à tout le monde. C'est un projet entièrement consacré au handicap, au handisport, mais c'est un projet qui inverse la problématique, c'est-à-dire qui ne dit pas « je crée une cité du handicap », qui dit « je crée une cité universelle », parce que tout le monde peut venir, y compris les malvoyants, les gens en fauteuil, etc., etc. Et il est orienté, bien sûr, en direction des Jeux olympiques, en tout cas des Jeux paralympiques, puisque ça va être une des premières salles de sport entièrement accessible aux handicapés et entièrement consacré au handisport. Et là aussi, vous voyez tout l'intérêt de la problématique de Réinventer Paris. Parce que des projets comme ça, avant, ils étaient 100% publics. Et là, d'un seul coup, vous avez des promoteurs qui se disent, il y a un modèle économique, je vais faire une salle qui peut-être ne me rapportera pas énormément d'argent, mais autour de ce concept de l'accessibilité universelle, je vais avoir des bureaux qui seront accessibles à tout le monde, je vais avoir des logements, il va y avoir le premier hôtel entièrement accessible, dont toutes les chambres seront accessibles. Et vous savez que nous, on a été c'est un bâtiment qui fera 30 000 m². 30 000 m², oui, bien sûr, c'est un énorme bâtiment à proximité de la Cité de la Musique, à la porte de la Parce que l'accessibilité, on parlait d'accessibilité, c'est un vrai enjeu à Paris. Mais bien sûr. Et ça peut être un marqueur aussi. Oui, je pense que c'est une manière de dire il faut changer de paradigme, il faut changer de vision du monde. Quand on a auditionné le projet en jury, ils nous ont cité des équipes de handisport qui ne pouvaient pas venir jouer à Paris parce qu'il n'y avait pas assez de chambres d'hôtel. Et ils étaient obligés d'en prendre une ici, une là-bas, etc. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit à Paris où on pouvait loger une équipe de basket
ou de hand, de handisport. Finalement, à vous entendre, il y a vraiment un Paris qui se réinvente avec de nouvelles personnes, de nouveaux intervenants, de nouveaux acteurs, parce que là, il y a un athlète aussi qui a été investi dans ce projet de bien sûr, mixité capitale, Riyad Salem, absolument, qui est un athlète en handisport. Écoutez, c'est très simple. D'abord, il y a des promoteurs qui considéraient que Paris était une ville inaccessible pour eux. Beaucoup de promoteurs de régions, Bordeaux, Clermont-Ferrand, beaucoup venant aussi de l'ouest de la France, Nantes, Rennes, etc. Donc on a ouvert le jeu avec la promotion immobilière. On a ouvert le jeu au niveau des architectes. Beaucoup de jeunes équipes d'architectes, parce qu'il y avait des petits projets où là le promoteur était prêt à prendre le risque de la première œuvre. Vous savez que pour les architectes, la première œuvre, c'est toujours extrêmement compliqué. En même temps, ça a donné une visibilité mondiale à Paris. Les plus grands architectes de la planète ont voulu participer à ce genre de choses. Et aujourd'hui, quand vous regardez la liste des architectes qui travaillent à Paris, il n'y a pas une star mondiale qui n'est pas en train d'y travailler, qu'il soit japonais, anglais, américain. Je pense à Jenny Gang, par exemple, de Chicago, ou je pense à Su Fujimoto, ou à Kengo Kuma. Enfin bref, je peux vous en citer plein. Hein. Donc c'est vraiment très intéressant parce que c'est l'ouverture du jeu. Et puis surtout, ça a modifié la conception même de ce que c'est qu'une équipe qui travaille sur un projet. Parce que ça a ouvert le jeu. Vous avez des agriculteurs urbains, vous avez des spécialistes de l'éclairage naturel, vous avez des spécialistes de la... Tout le monde aujourd'hui a participé finalement à ces différents projets. Oui, absolument. Et les promoteurs, les architectes vont solliciter différents profils. Exactement. De l'ethnologue à l'anthropologue, au philosophe, aux citoyens, aux associations à l'économie sociale. Oui, vous avez des projets qui sont des projets d'habitat participatif, vous avez des projets qui sont des projets où ce sont des associations. Je pense par exemple à la Grande Coco, qui est un tout petit projet vraiment intéressant aussi, parce que c'est porté par des associations. Vous avez des projets qui sont portés par des riverains, et puis bien sûr vous avez des projets qui sont portés par des très grands promoteurs et des grands architectes. Et je dirais que ça a quand même secoué la profession, parce que au premier réinventé, les grands noms ont beaucoup perdu. Et ils ont été très secoués quand même par ces échecs et par l'arrivée de nouveaux entrants. Ils se sont réorganisés, ils ont pris les choses au sérieux, et aujourd'hui, maintenant, ils sont complètement capables de répondre à ce type d'appel d'offres, et ça les rend beaucoup plus efficaces à l'international. Et des appels à projets de ce type, on en voit partout. Maintenant, des inventons, il y a eu Inventons la métropole du Grand Paris, 1 et 2. Il y a Réinventer la Seine, dont j'ai été à l'origine. Imagine Angers, Dessine-moi Toulouse, bref, ça y est, c'est... Et Reinventing Cities, 15 villes dans le monde. C'est comme ça qu'on doit bâtir la ville de demain. C'est la preuve quand même qu'on a inventé une procédure, un modèle qui a une certaine forme de consistance et de résilience, puisqu'il est capable de s'adapter à des petites villes, à des grandes villes, à d'autres législations que la législation française. Ça veut dire que ça existe. Voilà, ça veut dire que ça existe et que ça fonctionne, que nous avons inventé une nouvelle façon de fabriquer la ville, qui a aussi ses défauts, et je ne conteste pas que ça ait ses défauts, mais ça existe et ça fonctionne. Alors, Monsieur Missika, on arrive vraiment en fin d'émission, et il faut répondre à 3 questions. Tous les élus qui viennent ici répondent à 3 questions. La toute première, c'est si vous aviez un projet fou pour la ville de Paris, ce serait quoi? Je peux en dire 2. Allez. J'ai le droit. Alors, le premier, c'est que, vous savez, il y a une société, une start-up qui s'appelle Seabubble, qui fait des taxis volants sur la Seine, enfin sur les fleuves. Alors volant, ça veut dire que ça fonctionne sur hydrofoil. Et ils m'ont dit récemment qu'ils travaillaient sur un projet de transport collectif qui fonctionnerait de cette façon-là. Et donc, mon premier souhait serait qu'il y ait un service de transport sur la Seine par hydrofoil, donc assez rapide, permettant aux gens de se déplacer comme dans un bus, mais sur la Seine.
Et la deuxième, alors c'est pas une utopie parce que je pense que ça arrivera, c'est une transformation radicale du périphérique. Je pense déjà qu'il faut transformer le périphérique en boulevard urbain, mais je pense qu'au-delà de cette transformation en boulevard urbain, ça devra devenir une trame verte dans Paris, et je pense que d'ici une cinquantaine d'années... Et plus une barrière non plus. Oui, une barrière, la barrière, on travaille déjà à la franchir, mais déjà le transformer en boulevard urbain, c'est pas mal, avec beaucoup de végétalisation, mais un jour, ce sera une trame verte. Un jour, ce sera exactement comme la petite ceinture, c'est-à-dire que les gens iront s'y promener, et ce sera plus boisé que circuler. Du transport intéressant sur la Seine et le périphérique. Voilà vos projets fous. S'il y avait un lieu à visiter... Alors, je vais faire référence à une initiative que nous avons soutenue et qui est ce que nous avons appelé la signalétique métropolitaine. Les Parisiens doivent voir en ce moment, dans Paris, sur les panneaux de signalisation, des choses assez étranges qui signalent le parc de Sceaux, le parc Georges Valmont, le musée de l'air et de l'espace, la basilique Saint-Denis, c'est-à-dire qui dit qu'il n'y a pas que Paris, il y a le Grand Paris et qu'il y a des choses très intéressantes à voir dans le Grand Paris. Donc, et pour soutenir cette magnifique initiative, je conseillerais la basilique Saint-Denis. Vous savez qu'il y a 7 ou 8 millions de visiteurs à Notre-Dame, il y a 700 000 visiteurs à la basilique Saint-Denis. Or, le bâtiment mérite autant de visites que Notre-Dame. Et comme Notre-Dame est en réparation en ce moment, eh bien, je dis aux gens, allez voir la basilique de Saint-Denis. Et dernière question, s'il y avait un événement à ne pas manquer? Alors, je conseillerais la Nuit Blanche. La prochaine Nuit Blanche, je crois que c'est le 5 octobre, la prochaine Nuit Blanche, elle va être sensationnelle. D'abord parce qu'on va utiliser le périphérique à pied, déjà pour commencer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ensuite parce que M. Fusilier, qui est le commissaire de cette Nuit Blanche, a eu une idée que je trouve magnifique, qui est celle de proposer aux Parisiens une grande parade dans les lieux les plus magnifiques de Paris, dans les musées, dans les monuments, et en fait on va proposer, ça ne va pas être de la visite, ça va être de l'immersion. Et cette grande parade, ça va être un moment fantastique pour Paris et pour le Grand Paris, parce que cette grande parade, elle va sortir également des limites du périphérique. Monsieur Misica, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le Paris de demain. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission Demain la Cité. Au revoir.